Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la sécurité incendie des batteries rechargeables. Je m'appelle Geert Pree et je suis expert bien-être et prévention chez Agoria et collègue de Bart van Bever, l'orateur d'aujourd'hui. Avant de commencer, quelques accords pratiques. Cette séance sera enregistrée. Bart a déjà appuyé sur le bouton d'enregistrement. Merci. Vous pouvez poser des questions via le chat. Je vais les rassembler et les regrouper. À la fin de ce webinaire, Bart essaiera de répondre à vos questions. Supposons que vous ayez autant de questions et que nous ne puissions pas toutes y répondre à temps. Nous ferons notre mieux pour vous fournir une réponse par la suite. S'il vous plaît, éteignez votre microphone et votre caméra. Vous recevrez les documents par après par mail. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Des articles apparaissent régulièrement dans les médias sur les incendies qui se produisent lors de la charge des batteries électriques. Ces messages se situent principalement dans la sphère privée, mais l'augmentation du nombre de vélos et de scooters électriques pour des déplacements domicile-travail fait également réfléchir les employeurs, parfois chuchotés par les conseillers en prévention. Le thème sécurité incendie des piles rechargeables a été abordé à plusieurs reprises comme thème sur les formulaires d'évaluation des conseillers en prévention. Après contact avec mon collègue Bart van Bever, le champ d'application a été étendu à Fire Forum. Et c'était une bonne idée car c'est bon s'il y a beaucoup de gens informés sur ce sujet. Ensuite, il est également plus probable que demain, il sera un peu plus sûr sur le lieu de travail. Et c'est ce que nous voulons tous. Et apparemment, nous avons touché à un bon thème, car nous avons beaucoup d'inscriptions aujourd'hui ce matin. Nous n'allons pas parler de la sécurité des véhicules électriques aujourd'hui. Nous serons en mesure de fournir de plus amples informations à ce sujet au cours du second semestre de l'année, de cette année. Encore quelques renseignements. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez envoyer un mail à Bart van Bever, bart.vanbever@agoria, et je le mets son adresse email dans le chat. Si vous avez besoin d'un certificat de formation continue, tant pour les pompiers que pour les conseillers en prévention, vous pouvez en faire la demande en envoyant un mail à info@fireforum.be. Je mets l'adresse email également dans le chat. Mais je ne veux pas vous tenir en haleine plus longtemps parce que Bart est en attente de commencer. Je demande Bart de se présenter et je suis donc très heureux de donner la parole à Bart van Bever. Bart, beaucoup de succès et je te souhaite un séminaire très intéressant à tout le monde aussi. Merci. Merci Geert pour cette introduction et bienvenue à toutes et à tous. Voilà, effectivement, c'est avec impatience que je vais commencer avec cette première. On a eu avec un petit clin d'œil une répétition générale mardi, mais aujourd'hui, c'est la vraie première d'un exposé concernant la sécurité incendie et les batteries rechargeables. Avant de commencer, juste quelques informations sur la façon que j'ai abordé cette présentation. J'ai sur les dernières diapositives, j'ai ajouté pas mal de sources que j'ai consultées. Sur mes slides, vous allez retrouver à plusieurs endroits des parenthèses carrées avec un chiffre. Ce chiffre fait référence à une source que vous allez retrouver donc sur les derniers diapositives. Le contenu même, c'est un contenu sans beaucoup de prétention. C'est une synthèse, c'est beaucoup de matière à réflexion.
hein. Donc si vous voulez plus de nuances, plus de détails, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire à ce sujet-ci, s'il vous plaît, consultez les sources que j'ai renseignées à la fin. La raison que je présente ceci sans beaucoup de prétention, c'est que nous n'avons pas encore en Belgique un document qui reflète un consensus parmi les différents partis concernés, mais j'ai quand même essayé, comme vous le voyez ici, de structurer les différentes sources, les différentes informations que j'ai reçues lors de la préparation de ce séminaire-ci, en espérant que ça va tous vous aider à voir plus clair dans cette matière-ci. Et je vais commencer évidemment en vous situant le champ d'application de cette présentation, hein, de quelle batterie est-ce que je vais parler, de quelle batterie est-ce que je ne vais pas parler aujourd'hui. Euh, je vais bien brièvement vous rappeler la technologie des batteries et les risques y associés, avec quelques informations que j'ai retrouvées dans des sources scientifiques qui peuvent être très utiles, à mon avis. Et puis, on va surtout consacrer du temps à des solutions. Et là aussi, je l'ai séparé en deux parties. On va d'abord faire une approche par aspect, par élément, et puis quelques exemples plutôt intégrés de solutions qu'on peut préconiser. Et je clôture avec un petit plan d'action. Et évidemment, hein, n'oubliez pas de consulter après aussi les sources. Voilà, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc à gauche, vous voyez que dans ce webinaire, on va essentiellement parler de ce qu'on peut appeler les petites batteries, hein. Nos téléphones, nos laptops, mais aussi les petits moyens de transport comme les bicyclettes, les scooters, ainsi de suite, et les outils qu'on utilise, hein. Les outils des ouvriers, les machines d'entretien et ainsi de suite, donc tout ce qui contient des petites batteries. Et on va parler de l'utilisation et du chargement. Essentiellement, évidemment, dans un contexte professionnel, ce qui ne veut pas dire que l'analogie, comme Geert l'a déjà dit dans son introduction aussi, l'analogie avec le secteur privé n'est pas loin. Vous allez voir que effectivement beaucoup d'éléments d'ailleurs de cette présentation viennent entre autres de l'SPF de l'intérieur qui a mené une excellente campagne sur le chargement des batteries à domestique, mais qui contenait des éléments fort utiles pour la présentation d'aujourd'hui. Et vous voyez à droite qu'on ne va pas parler des véhicules électriques. On y a déjà consacré pas mal de présentations, voire même une journée d'études complètes. Mais on va revenir là-dessus parce que là, il y a des évolutions, hein. Donc, probablement, deuxième moitié de cette année-ci, on peut revenir sur ce thème-là. Les véhicules utilitaires, on ne va pas en parler non plus. Et on va bientôt démarrer avec un groupe de travail pour traiter ce sujet. La même chose pour le stockage d'énergie, que ce soit au niveau domestique ou au niveau plutôt industriel. Ce n'est pas non plus l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Ni les entrepôts, donc le stockage en grande quantité de batteries, ni les ateliers de réparation, hein, on ne va pas parler de ça. Il faut effectivement cadrer un petit peu et limiter le scope, sinon on aurait besoin de beaucoup plus de temps que le temps que nous avons prévu aujourd'hui. Et voilà, on est venu à la technologie et les risques. Euh, Soyons clairs, le risque est vraiment en fonction du type de batterie. Et même si aujourd'hui, on va se focaliser sur les batteries lithium-ion, euh, parce que c'est le plus utilisé, c'est le plus courant actuellement, même dans la famille lithium-ion, comme vous le voyez, il y a beaucoup de types, il y a beaucoup de genres de batteries. Il y en a qui sont moins inflammables, il y en a qui sont plus facilement inflammables, etc. Par exemple, ceux avec le phosphate de fer, ils sont moins inflammables que d'autres types courants. Mais comme toujours, il y a des avantages, il y a des désavantages, hein. On ne va pas les trouver, par exemple, dans des solutions mobiles parce que la densité d'énergie est moins importante que d'autres batteries de lithium-ion, par exemple. Donc voilà, c'est chaque fois aussi dans le choix de ces batteries-là, euh, chercher le juste milieu entre plusieurs aspects. Et voilà en résumé
aussi quelques caractéristiques générales des batteries lithium-ion, les avantages effectivement qu'ils ont une haute densité énergétique, mais aussi ils peuvent délivrer une forte puissance en court terme, en courte durée. Donc, ils ont vraiment des avantages réels par rapport à d'autres technologies. Ils sont relativement bon marché et ils sont aussi relativement moins nuisibles pour l'environnement que d'autres types de batteries. Mais il y a également des désavantages, c'est-à-dire que l'électrolyte est inflammable, on peut avoir une réaction d'emballement thermique, j'en parlerai davantage tantôt, et la stabilité de la batterie doit être contrôlée électroniquement également. Mais j'y reviens dessus tout de suite après cette petite introduction. Et voici une cellule d'une batterie lithium-ion. Vous voyez qu'en dessous, j'ai mis des doubles flèches avec le zéro. Donc, dans la pratique, la zone en gris clair, là, elle est quasiment zéro. Hein, donc, le cathode est juste séparé par le séparateur que vous voyez au milieu de l'anode. Mais pour l'explication, voilà, on a un peu gonflé le modèle ici. Mais donc, vous voyez qu'on a effectivement une cathode et une anode, c'est tout à fait normal dans une batterie. Et entre les deux, on a un séparateur. Et dans ce séparateur se trouve effectivement un électrolyte qui va permettre le transport d'ions entre l'anode et la cathode. La direction en fonction qu'on décharge ou on charge est indiquée là-dessus. Et voilà. Un autre aspect fort intéressant pour les cellules lithium-ion, c'est qu'il y a des zones défendues. Des zones défendues dans le sens de surcharge ou de décharge trop complet. Et finalement, ce qu'on voit sur nos displays de ce type de batterie, le 0%, le 100%, ça ne correspond pas au 100% et 0% réel de ces batteries-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a une marge de manœuvre, une marge de charge et de décharge dont on a vraiment besoin pour garder ces cellules stables. Hein. Donc, le 100% et le 0%, c'est la plage d'utilisation réelle. En principe, il y a toujours un peu de marge et elle est très importante pour la sécurité. Comme vous le voyez aussi, les batteries que nous utilisons, en général, c'est composé de cellules. Ces cellules forment ensemble des modules et pour les grandes applications, et ici à droite, vous trouvez l'exemple d'un véhicule électrique, mais bon, ça me permet d'expliquer les différentes gradations. Donc, on a des cellules, des modules, et des modules ensemble peuvent former un battery pack, donc un ensemble de cellules et de modules. Et effectivement, c'est en fonction des besoins, de la tension, du courant désiré, qu'on va les combiner en série et en parallèle. C'est important comme notion parce que souvent, les problèmes se situent au niveau d'une cellule et si une cellule va en défaut, elle peut effectivement propager la chaleur vers les cellules voisinantes. De cette façon-là, on peut avoir un incendie qui va se répartir à travers d'une module, voire même à travers d'un battery pack en fonction de la gravité et en fonction aussi du type de batterie. Parce qu'il existe maintenant des solutions où on essaye d'éviter justement la propagation d'une cellule à une autre, mais vous comprenez probablement tout de suite que si on veut éviter la propagation entre les cellules, que de nouveau, l'énergie par volume de batterie ou par kilogramme de batterie hein, est moins dense que si on ne prend pas ces précautions-là. Donc, c'est chaque fois effectivement chercher un certain équilibre dans l'application de ces batteries-là. Et puis, important à se rendre compte également, j'en ai touché brièvement un mot il y a quelques minutes, c'est que la stabilité de ces batteries est garantie par du hardware, du software électronique. Donc, c'est vraiment un système de gestion de la batterie qui est utilisé pour éviter qu'on décharge de trop la batterie
qu'on la surcharge de trop, hein, et là on parle en termes d'énergie, mais aussi cette électronique va veiller sur la puissance de charge et la puissance de décharge pour faire attention qu'on ne dépasse pas les limites acceptables pour la batterie même. Puis, pour parler des causes d'incendie, à droite, vous trouvez un petit schéma en anglais que j'ai sorti de la source numéro 1, comme vous le voyez. Vous pouvez facilement retrouver ce document et le lire à votre aise. À gauche, j'ai, avec une légèrement autre structure, fait une synthèse des différentes causes d'incendie de batteries lithium-ion en 3 catégories, le mécanique, l'électrique et le thermique. Et j'y ai ajouté aussi des défauts de production. En principe, s'il y a des défauts de production dans ces batteries-là, on doit assez vite s'en apercevoir lors de l'utilisation de ce type de batterie. Point de vue mécanique, tout ce qui est choc, chute, pénétration, l'immersion, l'écrasement, les vibrations peuvent nuire au bon fonctionnement d'une batterie, hein. Côté électrique, c'est le court-circuit, soit interne, soit externe. C'est le surcharge et ce que j'ai appelé avec peut-être un nouveau mot, hein, le surdécharge, si vous me comprenez, hein, qui sont fort nuisibles pour la batterie. Et puis côté thermique, effectivement, si on chauffe de trop ou si la batterie est trop froide, on risque d'avoir des problèmes. Évidemment, exposé à un incendie extérieur, c'est fort nuisible aussi pour la batterie. Et des chocs thermiques, des changements de température soudains sont aussi très mauvais pour ce type de batterie. Lors de la répétition générale mardi, il y avait une question aussi, comment est-ce qu'on voit qu'une batterie doit être déclassée, hein, qu'on ne peut plus l'utiliser? Souvent, on le voit parce que la température de la batterie est assez élevée. Certainement, si vous vous approchez des 70 degrés, des 80 degrés, il faut tout de suite arrêter. D'autre part, on le voit aussi parce que les batteries se gonflent. Une batterie gonflée, il ne faut pas hésiter, ne l'utilisez plus. Il faut l'isoler. Allez, on va en parler davantage lors de la suite de cet exposé ici, hein. Et si jamais vous vous posez la question, ce que ça donne comme effet, dans ce cas-ci, la pénétration d'une batterie, n'essayez pas cela chez vous. Je connais au moins un officier des services d'incendie qui l'a essayé chez lui. Je ne vais pas citer son nom, ce n'est pas de la publicité pour lui et il est peut-être parmi nous aujourd'hui, donc je ne vais certainement pas déceler qui c'est. Mais voilà, entre-temps, je vous laisse en espérant que le vidéo démarre. Ah voilà, on est parti. Et voilà une cellule lithium-ion percée. Mais ça vous donne au moins une idée et donc ne le faites jamais chez vous, hein, soyons clairs. Mais voilà, ça me permet de vous montrer que la réaction d'une batterie de ce type-là ou d'une cellule plutôt à ce niveau-ci peut être assez violent, ça peut être un incendie raisonnablement agressif, mais je reviens là-dessus avec des chiffres qui parlent beaucoup plus que ce petit vidéo un peu amusant, surtout qu'il n'y a pas eu de blessés, mais ils ont quand même pris un grand risque. Un autre aspect que je veux vous montrer, et je vais entre-temps déjà démarrer le petit vidéo, c'est le dégagement de gaz de décomposition. Donc à ce stade-ci, on ne parle pas encore d'un incendie, on est dans une phase qui va vers l'emballement thermique, donc la batterie dégage beaucoup de fumée. Très très vite, on va le voir, je vais arrêter une fois qu'on a ça, voilà. Très très vite, on va avoir l'inflammation de ces gaz-là, hein. Attends, c'est pas l'idée de le démarrer 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, cette introduction, plutôt pour vous donner, vous rafraîchir la mémoire, je pense, pour la majorité d'entre vous, hein, et pour vous donner une idée plutôt générale des risques liés à la batterie lithium-ion. Mais j'étais pas tout à fait content avec
une introduction générale comme ça, donc j'ai cherché des chiffres parce que si on parle des risques, on essaie quand même aussi d'avoir quelques chiffres pour nous donner un support hein, dans nos explications. Un premier chiffre que j'ai trouvé, vous voyez de nouveau la référence vers la source où je l'ai trouvé, comme ça vous pouvez vous-même lire l'article, chercher les nuances, etc. Hein. Mais donc, de façon générale, on voit qu'on a un incendie par 1 million à 10 millions d'unités. Vous allez me dire, c'est très peu, oui, c'est très peu, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'on a tous vu dans nos théories hein, de risque, d'analyse des risques, une catastrophe est justement définie par une petite probabilité, mais susceptible d'avoir des conséquences importantes. Donc, ne l'oubliez pas quand on va plus loin dans ce séminaire-ci, que même si la probabilité est très très faible, on risque quand même, si on ne prend pas les précautions nécessaires, hein, on risque quand même d'avoir des problèmes assez sérieux. OK, ça pour la probabilité. Et puis, la gravité du risque, eh bien, je l'ai exprimé en plusieurs chiffres, de nouveau en renseignant mes sources. Le dégagement total de chaleur, donc là je parle de l'énergie totale, c'est entre, je vais arrondir, entre 30 et 75 kilojoules par wattheure de capacité de batterie. Donc ça c'est comme on le dit en anglais, le total heat release rate, ça c'est l'énergie totale. Ce qui est aussi important, c'est le dégagement maximal de chaleur, donc la puissance maximale, la pointe qu'on peut avoir. Et là, vous voyez que c'est entre 110 et 490 watts par wattheure de batterie. Hein. C'est un indicateur plutôt pour l'agressivité, si je peux le dire ainsi, de l'incendie. Et vous voyez aussi une indication de la quantité de fumée. Hein. Ordre de grandeur, c'est 1 litre par wattheure. Et je comprends tout de suite que ces chiffres ne vous disent pas beaucoup. J'ai fait quelques calculs que je vais vous montrer tout de suite, mais il y a encore une pièce d'information que je dois ajouter à ceci. Si vous allez consulter la source, vous allez voir que la plage qu'on a entre 30 et 75 quand on parle en kilojoules et 110, 490 quand on parle en watts, mais c'est essentiellement dû à les différentes compositions de batteries de lithium-ion, aussi bien la composition chimique que hein, la configuration même de la batterie, comment les cellules sont mises ensemble dans des modules et mises ensemble dans des batteries. Mais voici quelques chiffres. Hein. En Excel, vous pouvez très très vite reconstruire ce genre de calcul. À gauche, dans la colonne, ben voilà, j'ai commencé avec la source hein, par wattheure. Et après, j'ai commencé avec des petites batteries 100 wattheures. Je pense que c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans un laptop, jusque 1000 wattheures, ce qui correspond à des batteries qu'on va retrouver dans des Speedelec, par exemple. 500 wattheures, ça correspond aux bicyclettes électriques plutôt normales. Hein. Mais comme ça, vous avez quand même une idée de quoi on parle. Et si on regarde la charge calorifique, de nouveau, j'ai pris allez, les valeurs inférieures, les valeurs supérieures, la même chose pour la puissance maximale et la quantité de fumée. Et ainsi, voilà, juste pour vous citer un chiffre, si je prends une batterie de 1000 wattheures, ben, on arrive à 1 mètre cube de fumée, de dégagement de fumée, ce qui est quand même fort important, un facteur dont on doit tenir compte, comme vous allez découvrir aussi plus loin dans cette présentation. Entre-temps, vous avez lu aussi que il nous faut un certain temps pour atteindre la pointe de puissance, de dégagement de puissance ordre de grandeur. Ça se trouve entre 80 et 400 secondes. Ne vous trompez pas, c'est raisonnablement vite. Hein. Donc, il s'agit vraiment d'incendies assez agressifs. Un tableau
un tableau qui est peut-être un peu risqué, risqué si on le présente sans explication, et je vais évidemment vous donner quelques explications. À gauche, vous redécouvrez, la partie gauche du tableau précédent et à droite, j'ai mis une équivalence en kilogrammes de bois ou en kilogrammes d'alcool. La Le problème avec cette équivalence, c'est qu'à gauche, dans une batterie lithium-ion, on a les 3 facteurs du triangle du feu présent. On a un produit combustible, le séparateur et l'électrolyte. On a une production d'oxygène et on a évidemment, on est dans une batterie, une source d'énergie. Donc les 3 facteurs sont présents. D'ailleurs, c'est ça qui donne lieu à cet emballement thermique et à des incendies raisonnablement violents. À droite, on ne parle que du combustible, hein, qui est présent. Donc attention si on les compare tous les deux. Mais quand même, je pensais que c'était utile de vous donner une équivalence en charge calorifique entre une batterie, le bois, parce que souvent on compare encore avec le bois quand on parle de charge calorifique, et l'alcool, liquide inflammable, comme on parle ici aussi d'un électrolyte inflammable. Voilà, ça vous donne quand même quelques chiffres comme source d'inspiration pour estimer plus ou moins, avoir un peu plus de feeling, je vais dire, avec les risques, hein. C'est un peu plus concret que de parler vaguement de la fréquence et de la sévérité, hein, de ce genre d'incendie. Et voilà, nous sommes venus au moment où je vais vous parler des solutions. Et comme annoncé, je vais d'abord le faire étape par étape et puis vous présenter quelques solutions dites intégrées, hein. Pour donner un peu de structure à cet exposé ici, je vais commencer par la prévention, puis la détection, la protection et le traitement ultérieur, donc le traitement après un incendie ou après qu'une batterie est fortement endommagée par une raison ou une autre. Et voilà, je ne vais pas trop tarder, on va tout de suite commencer avec cette explication-ci. Côté prévention, voilà quelques conseils vraiment très importants. Donc, utilisez uniquement le chargeur et la batterie d'origine. Ça veut dire d'origine effectivement ou vraiment équivalent. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est d'utiliser des chargeurs qui sont pas adaptés à la batterie, des chargeurs qui sont de mauvaise qualité, des batteries qui sont de mauvaise qualité, hein. Essaye aussi d'avoir un chargement sous surveillance. Sous surveillance, il ne faut pas le voir nécessairement sous surveillance permanente humaine. On peut effectivement faire appel à des systèmes de détection et on va un peu plus détailler ça tantôt, hein. Mais par exemple, ce serait une mauvaise idée de charger des batteries pendant la nuit dans un bâtiment où il y a des personnes qui dorment, ainsi de suite, sans qu'il y ait une forme de surveillance, hein, ou de protection autour de la batterie, hein. Charge aussi des batteries sur une surface ininflammable, hein, incombustible. C'est toujours mieux que de les mettre sur des surfaces combustibles. Si la batterie chauffe, on ne veut pas avoir des effets secondaires. Et la même chose est évidemment valable pour des matériaux inflammables à proximité de la batterie. Ça, on veut à tout prix éviter, hein. Donc, ne faites pas comme un de mes collègues l'a fait. Euh, donc, il vient à bicyclette au bureau, il prend sa batterie en eau dans notre beau bureau paysager, hein, il charge sa batterie sur son bureau, mais ce n'est pas suffisant, il met encore sa veste au-dessus, etc., pour bien garder toute la chaleur, hein, dans la batterie. Mais évidemment, hein, je lui ai donné une toute petite explication gentille, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on veut voir, hein. Voilà, donc euh, pas de matériaux combustibles à proximité. Quand on a un chargement complet, il vaut mieux débrancher le chargeur et du secteur et de la batterie, hein.
essaye aussi d'éviter de décharger trop loin la batterie. Ben, on ne sait jamais, il faut un défaut dans l'électronique et on décharge de trop. Ça risque effectivement d'endommager la batterie également et donc d'augmenter le risque d'avoir un thermal runaway. Dès qu'on voit que les batteries sont endommagées, défectuées, hein, je vous l'ai expliqué tantôt, la température monte trop ou les batteries sont gonflées, il faut plus les utiliser, il faut pas essayer de les réparer soi-même, hein. Il faut les stocker temporairement à un endroit sûr. Si ce sont des petites batteries, on peut les inonder effectivement dans de l'eau. S'il vous plaît, utilisez un récipient, d'un matériel incombustible, hein, on va pas le mettre dans un seau d'eau plastique, hein, prends plutôt un récipient métallique, hein, et après il faut, certainement aussi assurer qu'on peut l'évacuer vers un parc de recyclage ou équivalent, hein, et je reviens là-dessus aussi quand on va parler du traitement ultérieur. Un deuxième facteur fort important après les batteries et le chargeur même, c'est l'alimentation électrique, hein. Je pense que le premier point est une évidence, ou devrait être une évidence plutôt, hein, c'est de d'assurer que l'ensemble de l'installation est conforme à l'RGE. Donc la conception, que le contrôle est réalisé comme ça doit se faire, qu'on fait des thermographies, qu'il y a un suivi, qu'il y a une bonne gestion, hein, de notre système. Et en dessous, j'ai juste sorti quelques exemples, des points d'attention, hein, dans ce cadre-là. Si on prend, une prise de courant normale, ben, c'est des prises, dites 16 ampères. Mais les 16 ampères, quand on fait les tests sur les 16 ampères, c'est des tests de courte durée. Si on va charger des batteries de grande capacité ou une série de batteries sur une prise, en continu, donc pendant des heures consécutives, 5-6 heures et plus, ces prises de courant, on doit limiter le courant à 10 ampères parce qu'ils ne sont pas prévus pour 16 ampères en continu, en longue durée. Donc tenez compte de ça, c'est une des leçons que j'ai appris lors de toutes les conversations qu'on a eues sur les véhicules électriques, hein. Respectez aussi les limites d'utilisation des blocs multiprises. C'est assez difficile de les défendre entièrement, hein, mais si vous les utilisez, beh, regardez bien les limites d'utilisation et respectez-les. Parce qu'on peut assez vite, en chargeant des multiples batteries sur des blocs multiprises, on peut assez facilement dépasser ces limites-là avec, de nouveau, certains risques, hein. Dans le même cadre, on va tantôt aussi regarder quelques exemples d'armoires qui sont prévues pour le chargement et le stockage, de batteries lithium-ion. Là aussi, les fabricants de ces armoires-là vont vous donner quelques chiffres et quelques éléments pour les raccorder correctement sur les réseaux. Vous pouvez tout de suite vous imaginer qu'on va pas, vite prendre un câble avec une prise et le mettre dans une prise de courant, hein. C'est pas prévu pour, hein, ça c'est pas l'idée. Un autre élément fort important que vous avez su lire entre-temps, c'est assurez-vous qu'on peut déconnecter, hein, l'alimentation en énergie, l'alimentation, électrique, hein, de du lieu où on va stocker, hein, charger, les batteries. Assurez-vous que, cet arrêt d'urgence, hein, se trouve à un lieu sûr. Éventuellement, vous demandez l'avis en interne, des services incendie et cetera, où vous pouvez le mettre, mais réfléchissez bien, hein, où vous allez le situer. C'est toujours aussi une bonne pratique, d'assurer qu'il y a une détection automatique, hein, qui va, elle aussi, asservir, hein, l'arrêt d'urgence, de l'alimentation électrique vers l'endroit de chargement. Un autre aspect important, c'est l'emplacement. Où est-ce qu'on va charger nos batteries? Donc faites un choix judicieux, hein. Il y a déjà 2 conseils sur ce slide-ci. Je ne suis pas sûr si je suis
complètement complet avec ceci, mais certainement pas dans l'itinéraire d'évacuation. Donc, ne chargez, s'il vous plaît, pas vos bicyclettes dans l'hall d'entrée, en dessous de l'escalier, dans la cage d'escalier, ainsi de suite. Ne le faites pas. On ne sait jamais. De nouveau, la probabilité est faible, mais si ça arrive à cet endroit-là, ben, on a quand même beaucoup de risques qu'on va dans le sens d'une catastrophe, hein, de conséquences assez importantes. En extrapolant là-dessus, ben, on peut dire que même si on le fait dans un local séparé, ben, il faut que ce local est séparé effectivement, résistant au feu, éventuellement étanche à la fumée par rapport, aux voies d'évacuation, hein. Donc là aussi, il faut y réfléchir que, l'emplacement est choisi de telle façon qu'on ne met pas en cause, une évacuation éventuelle. Et puis, on a vu la prévention, maintenant la détection. Et la détection, on a 2 groupes de solutions. On a des solutions dites off-gas, hein, pour utiliser un terme anglais. Donc là, on va essayer de détecter des gaz, de détente, de décomposition avant qu'il y ait un emballement thermique. Typiquement nouveau, on va asservir l'alimentation, donc on va désactiver la charge ou désactiver la décharge, donc déconnecter, isoler la batterie, du réseau qu'elle alimente ou par lequel elle est alimentée pour éviter un emballement thermique. Et là, effectivement, j'aurais dû peut-être le dire au début de ma présentation. Sur certains slides, effectivement, j'ai donné des noms de marques, d'entreprises. C'est pas pour faire de la publicité explicitement, mais c'est tout simplement si je sais qu'il existe quelque part des solutions, je vais éviter que vous devez chercher un peu partout avant de les retrouver. Euh, J'invite tout de suite aussi les participants ici, s'ils connaissent d'autres marques, de les renseigner tout simplement dans le chat, hein. Vois ça plutôt dans un contexte de dire, voilà, je sais que là, il y a une solution, on s'informe entre nous, sans faire de plus, hein. De nouveau, l'intention n'est pas de faire de cette présentation une présentation publicitaire, mais plutôt une présentation informative, hein. On ne va pas plus loin que ça. Voilà. Et puis la détection incendie. Donc là, avec ce que vous avez vu sur les risques, je pense qu'il est évident qu'on va favoriser les détections de fumée, hein. En dessous, j'ai cité quelques normes européennes de la série EN54, juste pour tirer votre attention sur le fait que nous avons effectivement des normes produits au niveau européen pour la détection de fumée et nous avons, comme vous le savez sans doute, hein, aussi une norme d'installation au niveau belge. Donc, essaye quand même de respecter ces règles-là dans le choix des produits et dans l'intégration de votre détection de fumée dans votre système du bâtiment. Je reviens là-dessus aussi un peu davantage quand on va parler des armoires, par exemple. Voilà. Et puis, comme j'ai déjà cité avant, mais comme ici, j'ai une systématique un peu par partie de solution. Dans la protection, il y a aussi la coupure de l'alimentation, hein. Euh, à mon avis, c'est à conseiller vivement, quasiment dans tous les cas de figure, sauf s'il s'agit d'un chargement occasionnel d'une batterie individuelle, etc. Mais dès qu'on commence à parler d'un contexte professionnel, on va très vite s'apercevoir qu'il y a beaucoup de batteries à charger, hein. Il y a vraiment une gestion à mettre en place de ça. Donc, assure une détection automatique via une détection et assure aussi un arrêt d'urgence manuel. Je fais référence au chapitre 7.22 de l'RGE, livre 1, pour être complet. C'est un peu par analogie à ce qu'on demande pour les bornes de charge pour les véhicules électriques, si jamais vous cherchez des sources d'inspiration. Soyons clairs, 7.22 n'est pas d'application sur le champ d'application de cette présentation-ci. C'est une source d'inspiration plutôt.
Et voilà, dans les solutions, la protection, il est clair qu'on doit aussi limiter le développement et la propagation de l'incendie. Donc on va, dans la mesure du possible, regarder aussi si on peut faire des séparations physiques. Des séparations physiques, si on en parle dans un contexte sécurité incendie, on pense très très vite à une résistance au feu. Effectivement, c'est une bonne mesure à prendre. Dans les solutions intégrées, c'est la plus clair à quel niveau on peut le faire. Donc, c'est pour ça que je fais référence à EI pour les parois et EI indice 1 pour les portes, éventuellement avec un facteur S, étanchéité à la fumée, qui est disponible aussi. Euh, on peut, si on fait une séparation qui n'est pas résistant au feu, on peut penser à la réaction au feu, des matériaux incombustibles, par exemple utiliser des casses dans un rayonnement, par exemple un rayon, des casses métalliques incombustibles, ça peut effectivement aussi ralentir la propagation de fumée. Mais de nouveau, je pense que ce genre de facteurs seront plus clairs plus loin quand on va parler de solutions intégrées. Sur la ventilation, il y a un peu plus à dire. À gauche, j'ai mis quelques points d'attention sur les gaz, les gaz de décomposition qu'on a avant l'incendie. Ils sont combustibles, ils sont explosifs. Comme nous avons une source d'énergie présente dans la batterie même, comme vous avez aussi vu sur le petit film avec les scooters électriques, on va assez vite avoir l'ignition de ces fumées-là, mais quand même, il faut tenir compte de ces caractéristiques-là. Évidemment, ces gaz, ils sont aussi toxiques, ce que j'ai repris également sous les fumées en cas d'incendie. Et là, on retrouve les caractéristiques qu'on retrouve toujours en cas d'incendie. C'est la température des fumées, la toxicité et la limitation de la visibilité. Plein de raisons pour faire attention aussi aux solutions de ventilation. Euh, Vous avez vu les chiffres aussi de quantité de fumée, donc on risque effectivement d'avoir dans des endroits bien étanches, de créer une surpression, donc les fumées vont de toute façon chercher leur chemin pour échapper ou pour faire gonfler, si je peux m'exprimer comme ça, l'encloisonnement dans lequel on a ce problème de batterie. Donc pensez à la ventilation naturelle, éventuellement une ventilation mécanique, éventuellement une évacuation de fumée de chaleur, donc un vrai système EFC. Pour les trois systèmes, il y a des pour et des contre. Une ventilation naturelle, effectivement, c'est pas mal. Assurez-vous d'avoir une bonne capacité, traditionnellement ventilation haute, ventilation basse, vers où, hein, pensez à ça aussi, de préférence vers l'extérieur, vers un endroit où ces gaz peuvent échapper sans créer des risques secondaires. La ventilation mécanique, attention à ça, parce que est-ce que cette ventilation mécanique convient-elle pour euh, la nature des gaz qu'on va évacuer, même les off-gaz, combustibles, explosifs, attention avec le ventilateur, ainsi de suite. Mais les fumées en cas d'incendie, ils peuvent avoir des températures qui sont fort élevées et donc endommager le ventilateur, endommager les canalisations. Hein. Donc, vraiment bien se renseigner sur est-ce que ma ventilation mécanique convient. Donc, si la ventilation naturelle n'est pas possible, la ventilation mécanique ne convient pas, ce qui sera quand même souvent le cas, il faut peut-être aller vers des solutions style évacuation fumée de chaleur. Ça peut aussi que ce n'est pas vraiment un système IFC, mais qu'on utilise des composants du niveau qu'on utilise dans un système d'évacuation fumée de chaleur. Donc, il y a beaucoup de matière à étudier là, à se renseigner, à faire des bons choix. Évidemment, on peut aussi éteindre l'incendie, mais il y a quelques points d'attention. J'ai déjà dit que dans une batterie lithium-ion, on a et le combustible et la source d'énergie et l'oxygène dans la batterie même.
En plus, des batteries lithium-ion, c'est façon de parler une boîte dans une boîte dans une boîte. Donc souvent pour pénétrer avec, le produit d'extinction qu'on utilise jusqu'à la source, de l'incendie, c'est dans la majorité des cas pas possible. Effectivement, on va avoir une rupture de ces boîtes-là, mais par la surpression. Des fois, il y a même des endroits spécialement prévus dans les batteries pour laisser échapper une surpression, hein. C'est pas toujours le cas, ça dépend de nouveau de la taille de batterie, du type de batterie et cetera, hein. Mais ce qui veut dire en résumé, que l'extinction des flammes, évidemment, qui sortent de la batterie, c'est toujours possible. On va pouvoir ralentir la réaction, l'emballement thermique dans la batterie, mais la réaction va continuer. Il faut bien se rendre compte que l'emballement thermique, une fois qu'on est sur cette voie-là, ben, elle va continuer jusqu'au moment que il n'y a plus de produits combustibles, il n'y a plus d'énergie disponible, etc. Donc, il faut toujours prévoir, après l'extinction des flammes, un traitement ultérieur, isoler la batterie, la refroidir, l'inonder dans l'eau, ainsi de suite, hein. Donc, pensez à ça, euh, surtout quand on va parler de l'extinction automatique et après de l'extinction manuelle. Ici, le tableau est basé sur un article que j'ai renseigné dans mes sources aussi, article 8. Et je m'excuse, ça n'existe qu'en irlandais, mais j'espère avec un peu d'aide de DeepL ou de Google Translate, que pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais, que vous pouvez l'utiliser. De toute façon, un article fort recommandé, fort intéressant. Et voilà, en résumé, hein. À gauche, vous voyez les types de systèmes, en droite, quelques informations là-dessus, sans de nouveau la prétention d'être vraiment complet, hein. Pour chacun de ces systèmes, consultez s'il vous plaît les spécialistes. Mais voilà, en grande ligne, en ce qui concerne les systèmes de sprinklage, ben, ils vont contrôler l'incendie, ils vont le refroidir. Donc effectivement, c'est pas mal comme solution sur les batteries parce que c'est ce qu'il nous faut. Limiter l'incendie, refroidir les bâtiments, donc ça peut très bien convenir. Je sais que on a déjà fait des tests pour le stockage de batteries, aussi pour le energy storage, hein, donc le stockage d'énergie à grande échelle dans des batteries, etc. Donc il y a certainement des possibilités pour augmenter la sécurité en utilisant du sprinklage. Également, d'ailleurs, en utilisant des systèmes de brouillard d'eau, qui, s'ils ont bien été conçus, peuvent même refroidir encore plus que le sprinklage et éventuellement causer moins de dommages collatéraux, hein, que les systèmes de sprinklage. Mais donc, tous les deux systèmes, ils sont envisageables, ils sont possibles. Dans l'article que j'ai consulté, on disait ben, le mousse plutôt pas, hein. Effectivement, les systèmes d'extinction à mousse, ils sont conçus pour d'autres types de risques que les risques qu'on a avec les batteries. Il y a certainement aussi des possibilités avec des gaz d'extinction. Il y a plusieurs solutions possibles. Euh, on doit réagir rapidement, mais bon, de façon générale, si on respecte les normes qui sont applicables sur les systèmes qui utilisent des gaz d'extinction, on va réagir rapidement. On va souvent aussi inertiser, ce qui de nouveau va maîtriser l'incendie, ralentir la réaction, mais gardez toujours en esprit, on ne va pas arrêter l'emballement thermique une fois que ça a commencé, hein. Ça va continuer, donc il faut de toute façon s'organiser pour la suite. Même chose avec les aérosols qu'on va découvrir tantôt dans les armoires, hein. Ils vont contrôler l'incendie, donc il faut limiter l'incendie pendant une certaine durée. Justement, ça permet euh, par exemple, au service d'incendie d'arriver sur place et ensuite, hein, de prendre les mesures nécessaires, les mesures qui s'imposent, hein, pour
évacuer la batterie en toute sécurité. Hein, donc les aérosols, de nouveau, ils ne sont pas conçus, ils ne sont pas prévus pour des volumes où des personnes peuvent être présentes, donc typiquement des armoires ou des volumes similaires à des armoires. Voilà. Et voilà, l'extinction manuelle, donc j'ai rappelé parce que je trouve que c'est important et surtout en manuel, l'extinction est temporaire, hein, temporaire dans le sens qu'on peut éteindre les flammes, on peut refroidir, hein, la batterie, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, hein. Évidemment, avec des dévidoirs, on va éteindre les flammes, on va refroidir, c'est clair, on utilise de l'eau. Il y a aussi, par toutes les marques connues, et donc là, je n'ai pas dû mettre toutes les noms, d'ailleurs vous les connaissez, hein, il y a des solutions qui sont offertes. Ils utilisent tous de l'eau avec un additif, souvent c'est un additif qui s'appelle F500. Hein. Il y a déjà une tentative d'un document aux Pays-Bas pour tester ces extincteurs. C'est une note technique, hein, ce n'est pas encore une norme. Hein. Le NEN, c'est l'NBN, mais des Pays-Bas, hein, donc l'Organisation de normalisation Pays-Bas. L'NTA, c'est une note technique, mais qui évolue encore, hein, en collaboration avec les différentes parties concernées. On essaye de perfectionner, d'améliorer les procédures de tests qui sont dedans, mais au moins, c'est une référence, c'est un garantie de plus que juste une marque, hein, ou un fabricant qui prétend avoir la solution. Donc, ça peut vous aider à demander s'ils ont déjà réalisé des tests dans ce cadre-là, sans qu'ils sont obligatoires, hein, soyons clairs. Voilà. Jusque-là, un peu aspect par aspect. Et puis, je me disais, c'est quand même intéressant de regarder une fois à des solutions intégrées que je vous donne comme source d'inspiration. Hein. Je me suis basé, comme vous pouvez le voir, sur 5 sources que j'ai consultées, entre autres des documents publiés par AMPI, la campagne de l'SPF de l'intérieur sur le chargement de batterie, des présentations d'autres experts que j'ai lus, des informations sur certains produits que j'ai reçus de fabricants, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer, mais ne considérez pas ces solutions comme les grandes solutions, hein. Comme j'ai dit au début, j'ai fait un effort de vous présenter quelque chose de fort structuré, mais à défaut d'un document de consensus, j'espère surtout de vous offrir un bon point de départ. Avant qu'on va vers les solutions intégrées, il faut être clair sur l'objectif à réaliser, hein. Et en haut du slide, vous voyez que j'ai cité les objectifs qui sont expliqués dans les normes de base incendie et l'arrêté royal, et c'est les objectifs qu'on retrouve dans quasiment toutes nos législations qui concernent la sécurité incendie. Donc, c'est prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie et assurer la sécurité des personnes et des services incendie. C'est effectivement 3 objectifs que j'ai utilisés pour évaluer les différentes solutions que je vais vous proposer. Mais attention, il est fort probable que vous avez, avec ce premier objectif, que vous avez d'autres objectifs à réaliser. Par exemple, limiter les dommages matériels. Limiter les dommages matériels, ça va souvent de pair avec préserver la continuité des activités de l'entreprise, de l'organisation, hein. Et évidemment, aussi limiter les dommages environnementaux. Donc voilà, gardez ces objectifs dans votre tête. Quand on va parler des différentes solutions, utilisez ceci aussi si vous allez développer votre solution sur mesure de votre organisation, de votre entreprise. C'est fort important d'avoir ce genre de point de repère, à mon avis. Et voilà la structure que j'ai utilisée pour les différents exemples que je vais vous présenter tout de suite après ce slide-ci. Hein. On va avoir quelques considérations concernant l'emplacement, la détection, l'alimentation électrique,
la séparation, ventilation et l'extinction. Et avec ça, on va regarder les différentes solutions que j'ai envisagées. On commence à un niveau de compartiment. Ben, l'idée m'est venue à l'esprit en parlant, pardon, avec notre conseiller en prévention, Dagoria, et notre responsable de bâtiment. Ils sont, comme vous tous, hein, à la recherche de bonnes solutions. Donc, on a eu un entretien intéressant. Et ben, ça ne va pas vous étonner que nous aussi, on va équiper nos parkings, hein, avec des bonnes recherches pour les véhicules. Une question qui est assez raisonnable à ce moment-là, mais oui, pourquoi pas? Si le parking est suffisamment sûr pour les véhicules électriques, qui peut le plus, peut le moins, pourquoi pas charger les batteries des gens qui viennent à bicyclette au boulot dans le même parking? Parce qu'on prend déjà pas mal de mesures de sécurité. Eh bien voilà, ma réflexion, de nouveau sans beaucoup de prétention, mais en espérant que ça peut vous aider, hein. L'emplacement, ben, il est clair que si on veut mettre quelque part un rayon dans lequel on va stocker et charger les batteries, qu'on ne va pas mettre ce rayon à côté des portes d'évacuation, hein. On va bien réfléchir au positionnement dans le parking, que c'est un endroit qui ne pose pas de problème, pas d'entrave aux possibilités d'évacuation, et d'autre part qui permet d'intervenir facilement en cas de problème, hein. Éventuellement, on peut consulter les pompiers s'ils ont certaines préférences, etc. Ils peuvent réfléchir avec nous. Donc voilà, première partie de l'exercice, où est-ce qu'on va le mettre? Deuxième partie, la détection. Eh bien, le off-gas sera assez difficile dans un environnement tel qu'un parking, hein. Je sais qu'il y a des tests en cours de certains de ces produits. Je n'ai pas encore les résultats, hein. Allez, les résultats ne sont tout simplement pas encore disponibles parce que les tests sont toujours pas finalisés, mais ce sera assez difficile, hein. Le off-gas est plutôt déjà testé, déjà validé pour, par exemple, le stockage d'énergie, hein, où on remplit un conteneur, hein, de batterie ou dans des armoires, etc. Donc des volumes plutôt limités avec une faible ventilation. Là, ça fonctionne clairement. Donc, informez-vous si vous voulez aller dans ce sens-là, hein, auprès des différents fabricants fournisseurs. Détection de fumée, ben, évidemment, on va d'ailleurs équiper nos parkings dès qu'on a des véhicules électriques, certainement de détection incendie de type détection de fumée, hein. Donc c'est un avantage, c'est deux solutions à la fois pour les véhicules et pour les batteries qu'on va charger à cet endroit-là. Même chose en alimentation électrique, ben, on va assurer que l'alimentation de l'armoire, du rayon où on va stocker ces batteries, hein, qu'on peut le couper et par la détection incendie et avec un arrêt d'urgence, hein, pour l'ensemble du parking à ce moment-là. Réfléchissez aussi sur la conformité, hein, de l'installation électrique, donc la capacité, type de câble, ainsi de suite, protection de ces câbles, etc. La séparation, à ce moment-là, on peut dire on a déjà une séparation au niveau du parking, parce qu'un parking doit être compartimenté par rapport au reste du bâtiment. Euh, on peut effectivement accepter que les batteries sont chargées dans un rack qui est ouvert, qui est bien ventilé, parce que dès qu'on a un dégagement de gaz, en principe, notre détection incendie devrait le détecter, couper le courant, ainsi de suite, le signaler au responsable, donc on peut commencer à intervenir. Il y a, pour déjà sauter au point suivant, il y a une ventilation normalement qui doit pouvoir pallier à ce dégagement de gaz aussi, si elle était bien adaptée au risque, bien étudiée, hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que dans le rack même où on va entreposer ces batteries et les charger, qu'on choisit plutôt un rack qui est incombustible, métallique, hein, qu'on essaie d'avoir une séparation, donc des tôles, hein, entre les batteries, de nouveau pour limiter, hein, le développement de l'incendie, que ça reste limité à une batterie dans la mesure du possible, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là aussi, on a plusieurs possibilités
pour le faire. Évidemment, si on ne veut pas le faire dans le parking même, on peut toujours le séparer dans un local qui est encloisonné coupe-feu par rapport au parking ou dans une armoire spéciale. C'est toujours possible dans ce genre de cas. Hein. La ventilation, voilà, comme je vous ai déjà dit, on a les trois options, hein, ventilation naturelle, surtout s'il s'agit d'un parking dit ouvert. Hein. Mécanique, de nouveau, il faut bien se renseigner si la ventilation mécanique est adaptée au risque. Hein. Les FC, ben, il y a pas mal de parkings équipés d'EFC, surtout des parkings plutôt récents et d'une certaine taille. Donc, ça peut vraiment contribuer positivement dans ce cadre-ci aussi. La même chose pour l'extinction automatique, hein, s'il y a du sprinklage, comme les FC, il faut certainement l'inclure dans l'exercice. Je parle d'inclure dans l'exercice parce que c'est quand même toujours vivement conseillé à se renseigner sur le nouveau risque qu'on a introduit, les batteries dans un rack. Est-ce que les systèmes sont bien adaptés? Est-ce qu'on y tient compte? Effectivement, souvent la réponse sera oui, mais ce n'est pas une évidence. Hein. Donc, il vaut mieux se renseigner, poser quelques questions aux spécialistes pour avoir une vraie confirmation que ça peut se faire. Et puis les extincteurs spécifiques, ben, évidemment, on va les prévoir, mais pensez, réfléchissez un petit peu au positionnement. Hein. On ne va pas mettre les extincteurs spécifiques dans le rack ou à côté du rack. On va quand même les mettre à une distance correcte, hein, de telle façon qu'ils soient à un endroit logique pour l'intervention et qu'on peut encore prendre les extincteurs, hein, pour l'intervention qui ne sont pas rendus inaccessibles via les fumées. Voilà un exemple de parking. Si jamais vous dites, mais Bert, j'ai un compartiment dit industriel, ben, effectivement, on peut avoir une réflexion analogue. Hein. Des compartiments industriels, souvent, ils sont déjà raisonnablement bien protégés. Là aussi, on peut réfléchir sur l'emplacement. On peut penser à un emplacement de nouveau qui ne limite pas les possibilités d'évacuation, mais aussi un emplacement suffisamment séparé de charges combustibles, d'autres risques et ainsi de suite. Donc oui, il y a des possibilités aussi dans ce type de compartiment, voire même certains endroits de stockage, certains endroits de locaux techniques, hein, peuvent être envisageables, mais chaque fois, ben, faites l'exercice, hein, prenez ces différentes questions, ces différentes considérations et réfléchissez bien. Voilà. Et puis, on va vers une pièce séparée, un local dédicacé au chargement des batteries. De nouveau, l'emplacement, je ne vais pas trop me répéter, mais je pense que vous avez compris le message. La détection, ben, certainement une détection de fumée. Détection off-gas, ben, là, je pense que ça doit être plus facilement envisageable dans un petit local que dans un parking, hein, la page précédente. Mais de toute façon, il faut vous renseigner si effectivement dans votre cas spécifique, si c'est faisable, oui ou non, en fonction, par exemple, de la ventilation qui est prévue dans ce local-là. De nouveau, la même chose pour l'alimentation électrique, hein, bien penser à la capacité, la conformité de l'installation, l'arrêt d'urgence automatique manuel, arrêt d'urgence évidemment à l'extérieur du local. Hein. La séparation, hein, là, ben, écoute, réaliser des parois EI60, c'est pas fort compliqué, des portes EI entrantes, hein, c'est tout à fait faisable aussi. Hein, réaliser un paroi EI60 est facilement réalisable, même dans les bâtiments existants, surtout s'il n'y a pas trop de traversées de parois à obturer, à réaliser. Hein. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, donc voilà. C'est pour ça qu'on conseille ceci. D'ailleurs, c'est aussi un conseil qui est, par exemple, donné dans les documents de AMPI, si je me souviens bien. Les batteries, ben de nouveau, dans un support, en rack, en matériaux non combustibles, de préférence des séparations. Les batteries
le rack bien ventilé de telle façon que la détection du local va réagir suffisamment vite, hein. Ventilation, c'est les mêmes réflexions, sauf que évidemment un système EFC pour un local, c'est rare qu'on le fait, mais de nouveau, les composants qu'on utilise en EFC peuvent nous aider, hein, dans la ventilation de ce genre de locaux. Extinction, on a plusieurs options, hein, on n'a pas uniquement le sprinklage, mais on peut envisager aussi des gaz d'extinction dans ce genre de cas. Donc, vous pouvez là prendre la liste que je vous ai présentée avant, les extincteurs aussi, nouveau positionnement de préférence à l'extérieur. Et puis, on va vers les armoires. C'est un raisonnement analogue, mais je l'ai approché une fois d'une façon différente, parce qu'il y a des applications différentes là aussi. Je vais vous présenter tout de suite un tableau où je vais comparer des exemples de solutions de chargement individuel et des exemples de solutions de chargement partagé. Ces deux applications vraiment différentes. Le chargement individuel, mais ça peut être intéressant si vous avez un bâtiment où il y a beaucoup de personnes qui viennent au boulot, qui doivent par exemple charger leur batterie de bicyclette en toute sécurité. Ils veulent avoir leur batterie et pas la batterie d'une autre marque d'un autre collègue. Donc là, ce serait intéressant de prévoir effectivement des lockers, hein, individuels, accessibles pour eux, mais où ils savent charger ces batteries en toute sécurité. Donc ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est plutôt une solution que je vois dans des ateliers. Hein, le soir, on rentre du chantier, on veut charger toutes les batteries des outils que le lendemain, on peut les reprendre, charger et retourner au chantier. Là, évidemment, on n'a pas besoin de lockers, de petites cases individuelles. On va les stocker dans une armoire, hein, des armoires qui offrent de nouveau des autres caractéristiques, des autres avantages, désavantages. Donc voilà, on va comparer ces deux utilisations-là et je l'ai comparé avec une armoire de sécurité résistant au feu pour les produits dangereux, donc les armoires qu'on connaît tous, hein, qu'on utilise souvent comme dépôt de liquide inflammable, par exemple. Voilà. Donc, comme chaque comparaison, ben, il faut le nuancer un petit peu, mais voilà quand même une tentative de comparer de façon le plus objectif et le plus informatif possible ces poires et ces pommes, hein, parce que les applications sont différentes. Donc vous voyez à gauche les différents aspects que j'ai repris dans le tableau, aussi avec l'avis pour tous les détails, toutes les options, les nuances, consultez les différents fabricants. J'en ai cité deux, mais je sais qu'il y en a d'autres entre-temps, hein. Donc j'ai un exemple chargement individuel, chargement partagé, et puis à droite, ah là, j'ai quand même oublié de traduire une partie, hein, c'est l'armoire de sécurité pour les produits dangereux, où il reste encore une classe de néerlandais, mes excuses pour ça. Ça m'arrive chaque fois. Voilà, nul n'est parfait, hein. OK. Comme information générale, hein, effectivement, chargement individuel, là, on vise plutôt des individus qui viennent charger leur batterie, donc ils veulent que leur petite case est verrouillable et déverrouillable uniquement par eux-mêmes, hein. On a l'armoire qui vise plutôt un collectif, je vais dire, hein, donc une entreprise qui doit charger une série de batteries, où l'individualité ne joue pas tellement. Et puis on a les armoires traditionnelles. Il y a déjà une différence importante, que les armoires dites de sécurité, ils ne sont pas forcément testés pour les batteries lithium-ion. La différence, c'est les caractéristiques spécifiques du lithium-ion, l'agressivité qu'on peut avoir lors d'un incendie, la montée en pression qu'on peut avoir, ainsi de suite. Donc, si vous choisissez une armoire ou si vous voulez utiliser une armoire existante, ben, renseignez-vous quand même auprès du fabricant s'il a déjà fait des tests avec cette armoire-là, mais je pense que dans la majorité des cas, il vaut mieux envisager une armoire dédicacée, testée pour ce genre de produit et surtout ne jamais
mélanger les batteries avec d'autres produits dangereux, hein. Sauf si vous avez des intentions plutôt terroristes, mais ça, c'est pas le scope, hein, de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, les batteries dans une armoire dédicacée, séparée pour ça. L'avantage des armoires qui sont conçues pour, qui sont testées pour, c'est qu'ils sont dans la majorité des cas aussi équipés de prises de courant pour le chargement, avec une connexion au réseau qui est prévue pour, hein, avec différentes capacités d'ailleurs en fonction de la taille de l'armoire, de ce que le client final désire en faire, hein, une connexion simple, phasée, triphasée, etc., avec toutes les caractéristiques bien renseignées, de telle façon que vous pouvez assurer une intégration correcte dans dans votre installation électrique du bâtiment, hein. Euh, tous ces armoires-là, ils sont équipés d'une détection de fumée, une détection de fumée qui va verrouiller les armoires, de telle façon qu'on ne peut pas les ouvrir une fois que l'aérosol, je suis sûr que vous l'avez déjà lu, est libéré dans l'armoire. Comme ça, on a un effet maximal quand même de retardement, de maîtrise de l'incendie pendant une certaine durée de l'aérosol. Et on évite aussi d'exposer quelqu'un qui ouvrait par inadvertance l'armoire ou une casse, hein. Donc, il y a un verrouillage d'urgence. La détection de fumée aussi, tous ces armoires-là, ils sont équipés d'un contact pour pouvoir connecter ce genre d'armoire au système de détection du bâtiment même. L'avantage, c'est qu'on peut effectivement recevoir sur l'ECS, la centrale de détection incendie, un signal qu'il y a un problème dans cette armoire-là. Voilà, j'ai parlé d'un verrouillage de sécurité, un verrouillage de sécurité pour éviter les risques pour les personnes présentes, mais il y a toujours aussi une ouverture de secours, spécialement pour les pompiers, hein, qui savent facilement, sans outils, quand même déverrouiller les portes et faire l'intervention qui s'impose à ce moment-là, hein. D'ailleurs, dans la solution au milieu, hein, l'armoire qui est prévue pour, il y a aussi des portes à fermeture en cas d'incendie, hein. Évidemment, on n'a pas besoin de cette option-là dans les casses individuelles, hein. Là, l'utilisateur même va faire de sorte que sa porte euh, est toujours fermée, hein. Ces armoires-là, ils sont aussi équipés d'une solution pour évacuer la surpression en cas de début d'emballement thermique des batteries, etc. Euh, Pour tous ces types d'armoires, ben, il faut assurer effectivement une évacuation vers un lieu sûr, donc bien réfléchir où on met l'armoire dans le bâtiment. Il y a des solutions aussi pour l'installer d'ailleurs à l'extérieur, dans des parkings, etc. Donc, renseignez-vous bien sur les différentes possibilités qu'offrent les différents produits disponibles en termes de ventilation et faites votre choix en conséquence de ce genre de facteurs. Voilà, j'espère de nouveau que ça va vous aider à faire un choix judicieux. Et puis, le traitement ultérieur, donc à ne pas oublier, et c'est pas au moment que vous avez un incident qu'il faut y penser, il faut y penser après, dès que maintenant. Je vais même dire, prenez un lunch après ce séminaire, cet exposé, mais après, ce sera pas mal de déjà y réfléchir. Mais si on voit qu'une batterie est endommagée, est gonflée par exemple, monte en température, il faut penser à un lieu sûr, hein. Un lieu sécurisé, une méthode sécurisée, donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, submergé dans de l'eau, emballé d'une certaine façon, isolé, hein. Mais faites de sorte que vous tenez compte des différentes caractéristiques, des différents risques auxquels vous pouvez vous attendre, dégagement de fumée, montée en température, etc. Donc, dans la majorité des cas, du scope de cette présentation-ci, il s'agit de petites batteries, donc les submerger, hein, est tout à fait envisageable. Donc, faites de sorte que vous avez les moyens nécessaires, aussi les équipements de protection individuelle dont vous allez avoir
besoin lors de ce genre d'opération, hein, pour les réaliser. Et puis, le transport vers le parc de recyclage, un transport sûr, c'est pas vraiment ma spécialité. Je suis déjà content que j'arrive à me transporter moi-même de façon sûre, de mon bureau jusque chez moi. Mais le transport d'une batterie endommagée, là, effectivement, pour moi aussi, c'est un point d'interrogation. Peut-être que certains d'entre vous ont des suggestions par rapport à ça, mais je pense qu'il est quand même fort, fort important de poser la question, de signaler que là, il y a éventuellement un danger, un problème à traiter. Voilà. Et puis je vais clôturer doucement et comme ça il nous reste suffisamment de temps tantôt pour vos questions aussi, avec un petit plan d'action. Ce que je vous conseille, et comme vous pouvez le voir, j'ai rien inventé de nouveau, hein. On commence avec l'inventaire, hein, de quelle batterie il s'agit, quel type, quelle quantité, etc. Où est-ce qu'on veut les charger, quand est-ce qu'on veut les charger, est-ce qu'il s'agit d'un chargement pendant les heures de travail, par exemple pour les bicyclettes, ou est-ce qu'il s'agit d'un chargement en dehors des heures de travail, hein, par exemple l'atelier, hein, qui veut charger les batteries de différents outils, ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est une premier exercice à faire. Qu'est-ce qu'on envisage? Et s'il vous plaît, ne pensez pas uniquement à la situation d'aujourd'hui, mais pensez aussi à la situation de demain, où on va voir de plus en plus, hein, ce genre de batterie au boulot. Donc, si vous faites un investissement, essayez quand même d'avoir certaines prévisions aussi, d'investir tout de suite, hein, dans le bon sens et dans la bonne capacité, je vais dire, de stockage et de chargement de ce genre de batterie. Puis, il faut faire des plans, hein. Il faut faire un premier projet d'un lieu sûr, d'une conception de ce lieu qui est sûr, avec tous les différents moyens que je vous ai présentés, de trouver le juste équilibre, le juste mix de mesures de prévention et de protection vers ces lieux-là. Avec un avant-projet, vous pouvez faire des consultations certainement en interne, mais aussi des services incendie, de votre assureur, etc., pour voir, voilà, est-ce que mes plans sont corrects, est-ce qu'ils me protègent suffisamment, et puis vous pouvez aller vers une réalisation, et s'il vous plaît, utilisez des entreprises, des fournisseurs spécialisés, hein, qui connaissent leurs produits, qui connaissent les limites, et qui vont vous renseigner correctement sur les différents risques. Et n'oubliez pas, après et même pendant ce projet-là, la bonne gestion, hein, les contrôles réglementaires qui s'imposent, voire même des contrôles volontaires qui peuvent être fort utiles, l'entretien par des entreprises spécialisées et la vérification, hein, que vous faites vous-même régulièrement de vos installations, s'ils sont en bon état de fonctionnement et s'ils restent en bon état de fonctionnement. Voilà, ce que je voulais vous dire. Je vais aussi, mais vraiment brièvement, survoler avec vous les différentes sources. Donc voilà une page avec mes sources scientifiques. Je conseille vivement la première source et comme d'habitude, c'est des publications en anglais. Donc j'espère que ça peut vous aider. Je me suis limité à 3 sources. Pourquoi? Parce que déjà la première source fait référence à beaucoup d'autres études. C'est plutôt un review, hein, comme on se dit, c'est plutôt une synthèse des différentes études qui ont été réalisées. Donc voilà un bon point de départ. Et puis, je me suis basé aussi sur une présentation qui était donnée par un spécialiste des services incendie. Un grand merci donc à Wim pour ça. Vivement conseillé également celle, la campagne de l'SPF de l'intérieur. Vous trouvez les hyperliens ici, ils seront fonctionnels dans les handouts que vous allez recevoir. Les fiches d'ampli sont utiles. J'ai reçu pas mal de données de produits. Je cite 2 marques ici, mais effectivement, j'ai peut-être oublié d'autres marques. À la fin, ils sont dans les slides et peut-être qu'entre-temps, dans le chat, il y a encore des sources. Et puis un article du Veiligheidsnieuws, Veiligheidsnieuws qui est l'hebdomadaire de Prebes, hein, le contrepart d'Arcop, côté Flandre, qui malheureusement, à ma connaissance, n'est pas encore traduit en français, mais allez, je suis sûr que vous allez trouver des solutions par rapport à
ce petit problème-là. Et puis voilà, comme d'habitude, je mets quelques sources générales, mais aussi mes coordonnées si jamais vous avez des questions par après. Et si on parle des questions, voilà, c'est le moment. Je vais surtout demander à Geert ce qu'il a trouvé dans le chat. Geert, allez-y. Merci, Bart. J'ai vu passer des conversations très animées. J'ai vu passer des questions qui sont été répondues par quelques personnes présentes. Mais Super. il reste quand même quelques questions et je le cherche dans le chat. Oui, qu'en est-il des fûts de collecte style BBAT? N'y a pas-t-il un risque beaucoup plus accru dû au contact entre les piles? Oui, effectivement, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est une des sites que j'ai consulté. Je ne l'ai pas renseigné comme source ici, mais je me souviens d'avoir lu que, par exemple, les petites batteries de 9 volts, hein, vous les connaissez, c'est les petits rectangles là, hein. On conseille, par exemple, de mettre un toile isolant sur les deux pôles, parce qu'effectivement, ils peuvent facilement créer un court-circuit aussi vis-à-vis d'autres batteries. Donc, je comprends tout à fait la question. Et effectivement, ce serait bien de se renseigner. À mon avis, les batteries lithium-ion qui sont clairement endommagées, ben, il vaut mieux pas les mettre effectivement collectivement dans ce genre de fût, hein. Il vaut mieux les stocker individuellement de nouveau pour éviter que, en cas de vrais défauts d'emballement thermique, qu'on cause un incendie qui est beaucoup plus violent que s'il s'agit pardon, d'une batterie individuelle. OK, merci. Une autre question, c'est en cas d'incendie avec des batteries, quel type de détecteur pour détecter au plus vite un tel problème? Mmh. Beh, de préférence un détecteur, de fumée, et dans les détecteurs de fumée, on a effectivement plusieurs types, hein, ce qu'on connaît, ce qu'on voit le plus, hein, c'est le détecteur ponctuel de fumée, mais là aussi on a des détecteurs multicritères. Le multicritère dans ce cas-ci, ça va plutôt nous aider à éviter trop de fausses alertes, hein. Je pense qu'en en délai de détection, que ce soit un simple critère, hein, donc uniquement fumée ou multicritère, là, les différents fabricants vont pouvoir vous renseigner ce qui est le mieux adapté à votre environnement, hein, mais c'est tous des bonnes solutions. Une autre solution, c'est éventuellement, la détection par aspiration qui est plus sensible, qui va réagir plus vite. Hem, donc c'est tout à fait techniquement, à mon avis, tout à fait faisable, réalisable, beh, c'est juste de nouveau effectivement une petite réflexion, investissement par rapport au risque, donc une fois qu'on a effectivement des grandes quantités, le temps qu'on gagne avec une aspiration peut être tout à fait justifiable, hein. Voilà pour en citer, quelques-unes, mais c'est dans ce sens-là qu'on va. Ce qui est déconseillé, c'est la détection thermique parce qu'elle va, réagir, plus tard qu'une détection de fumée pour ce type de risque-ci. OK, merci Bart. Une autre question, quelle classe de feu peut être considérée pour ces batteries? Oui, c'est une excellente, question, mais je pense que c'est une question un peu, allez, si vous me permettez, un peu académique. Heu, dans le sens où je dis, que on allez, on a finalement un incendie d'un liquide inflammable, hein, l'électrolyte, mais on a entre-temps aussi l'incendie du séparateur, ce qui est du plastique, hein, donc aussi des matières solides. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un allez, d'ailleurs, la classe électricité n'existe plus, hein, officiellement, mais il s'agit
d'une classe électrique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs explications à donner, hein. On peut même considérer qu'on a un échappement de gaz, donc voilà, c'est la classe gaz. Mais en résumé, pourquoi est-ce que je trouve que c'est plutôt une réflexion académique? C'est que soit on utilise de l'eau en bonne quantité pour refroidir, aller éteindre les flammes et refroidir la batterie ensuite, soit on utilise les extincteurs dédicacés, hein, qui sont prévus pour les incendies lithium-ion. Et à ce moment-là, je pense que la classe de feu, oui, effectivement, ce serait intéressant. Je veux bien me renseigner auprès des fabricants, ce qu'ils mettent comme classe de feu sur leur extincteur, mais je pense que c'est pas tellement important d'avoir cette réponse-là parce que les solutions sont là. Des vidoirs avec suffisamment d'eau ou un extincteur dédicacé. Voilà. Ok, merci, merci Bart. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je n'ai Plus ou moins. plus vu des questions supplémentaires. À mon avis, les autres questions sont déjà répondues par des autres personnes présentes. Parfait. Oui. Donc voilà, il me reste encore à remercier Bart, bien sûr, mais aussi à tous et à toutes pour être présentes. Et je vous souhaite une bonne après-midi, mais aussi un bon week-end. Voilà. Merci et à la prochaine. Merci Geert pour l'assistance et merci effectivement à toutes les personnes présentes et je suis très content que le chat a servi pour avoir des conversations entre vous. C'est toujours enrichissant aussi pour nous. Et puis je veux, si vous me permettez, faire un peu de publicité pour les activités que je veux vivement vous recommander. C'est une journée d'études qu'on fait sur l'évacuation le 20 avril à Liège et le 25 avril, on va faire la même chose à Anvers. Ça vaut vraiment la peine, on a des orateurs excellents, et ça c'est vraiment une extrapolation du webinaire qu'on a tenu décembre passé. On a consacré 45 minutes. Ici, on va vraiment approfondir le sujet pendant une journée entière. Évidemment, on a nos Fireforum Awards, comme c'est une année impaire. C'est le moment des awards. Sera de nouveau au Palais d'Afrique à Tervuren, hein, et ça aura lieu le 16 novembre 2023. Plus de nouvelles suivront. Et voilà, à mon tour, hein, merci de votre attention et au revoir. Passe encore une excellente journée et déjà un bon week-end aussi. Merci à tous et à toutes.